Merci. Voilà. Alors, l'objectif de notre intervention, c'est d'informer les entreprises, les employeurs, les salariés sur les bonnes pratiques du télétravail en général, sur les risques professionnels qu'il peut entraîner, sur les problèmes de santé, protéger la santé des salariés de l'entreprise et vous donner les bons moyens de mettre en place ce télétravail. Notre intervention va durer une quarantaine de minutes, au cours desquelles vous avez la possibilité de poser des questions, car nous avons une partie de notre équipe prévention qui peut y répondre. Et en fin d'intervention, eh bien, nous aurons une quinzaine de minutes. Si vous avez des questions à poser, on va essayer d'y répondre en direct. Donc, voici le contenu du webinaire. Alors, un petit mot avant de céder la parole. Ces courbes concernent une enquête qui a été réalisée par le service de santé au travail au cours de la première vague de confinement. 616 entreprises de Haute-Corse ont répondu à nos contacts téléphoniques et concernant le télétravail, 21% d'entre elles ont mis en place du télétravail, 79% non. Et ensuite, vous voyez sur le schéma d'à côté que ce sont les entreprises qui sont les plus importantes en taille qui ont mis le plus le télétravail en place à cette époque. Donc, je vais céder la parole à Monsieur Losti. Bonjour, donc je vais vous présenter tout d'abord le cadre légal du télétravail donc de droit commun, qui a été modifié par l'ordonnance numéro 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la sécurisation des relations de travail, qui assouplit le régime juridique du travail dans un objectif de développer le recours à ce mode d'organisation du travail. Donc le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. C'est la définition donnée par l'article L 1222-9. Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, cette définition vise le travail régulier, mais également le télétravail occasionnel, lequel se trouve désormais reconnu. Le télétravail est basé sur le volontariat. Il suppose donc l'accord de l'employeur et du salarié. Il peut être mis en place dès l'embauche ou bien ultérieurement au cours de la relation de travail. Donc, deux critères doivent être réunis pour caractériser le télétravail et être soumis aux dispositions de l'article L 1222-9 du Code du travail. Le télétravail doit utiliser les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail s'effectue en dehors des locaux de l'entreprise, ce qui vise le télétravail au domicile du salarié, mais aussi le télétravail dans des espaces collectifs situés en dehors de l'entreprise. Par exemple, des espaces de coworking, des télécentres, des centres d'affaires. Donc, ces deux critères excluent les salariés qui n'effectuent que des tâches manuelles à leur domicile. Il s'agira alors de travailleurs à domicile, tandis que le télétravail représente le travail exercé au travers des technologies de l'information et de la communication. La réglementation applicable aux travailleurs à domicile, qui est totalement distincte de celle qui encadre le télétravail, a été conçue pour d'autres situations et donc principalement pour l'exécution de tâches manuelles effectuées à domicile, dans la mesure où le salarié peut exercer ses fonctions à son domicile sans utilisation de ses moyens technologiques. Elle n'est donc pas adaptée aux tâches qui utilisent exclusivement les technologies de l'information et de la communication. Le contexte spécifique du télétravail en période de Covid-19. Donc, une exception au caractère volontaire du télétravail a été prévue à l'article L 1222-11 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure. La mise en œuvre du télétravail dans ce cas est considérée comme un aménagement de poste rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles liées à l'épidémie,
le télétravail doit être généralisé pour l'ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, pour réduire les interactions sociales, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour tous les salariés en mesure de réaliser l'ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d'aménager le temps de présence en entreprise en regroupant sur certains jours les tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail. Mais tout d'abord, bon, on va se tâcher à voir comment est organisée la mise en place du télétravail de droit commun. La loi sur le renforcement du dialogue social donc, a créé un droit au télétravail pour les salariés. En effet, pour faire face à des contraintes personnelles, tout salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail peut demander à bénéficier du télétravail. Les ordonnances pour le renforcement du dialogue social ont par ailleurs simplifié le recours au télétravail et sa mise en œuvre pour répondre à une demande à la fois sociale, économique, environnementale et permettre une meilleure conciliation entre vie personnelle et professionnelle. Il n'est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler. Le Code du travail prévoit que le télétravail est mis en place par un accord collectif ou à défaut parce que primauté de l'accord collectif, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE. C'est l'article L1222-9 qui le prévoit. L'accord ou la charte doivent réglementer les conditions de recours au télétravail ainsi que les modalités de son exercice. Ces documents devront préciser les conditions de passage en télétravail et de retour à une exécution du contrat de travail au sein des locaux de l'entreprise, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions mises en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle du temps et de régulation de la charge en télétravail, la détermination des horaires du salarié durant lesquels celui-ci peut être contacté par son employeur, les modalités d'accès des travailleurs handicapés au télétravail. L'accord collectif ou la charte doit également préciser les modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice régulier du télétravail. La jurisprudence selon laquelle les frais qu'un salarié peut exposer pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier trouve à s'appliquer. En l'absence d'accord collectif ou de charte, le salarié et l'employeur peuvent toujours convenir de recourir au télétravail. Dans ce cas, ils formalisent leur accord par tout moyen. C'est toujours l'article 1229 qui le prévoit. Il en résulte qu'aucun avenant au contrat n'est exigé, même s'il vaut mieux quand même formaliser et encadrer les modalités de mise en œuvre du télétravail. Droits et obligations des employeurs. Il appartient aux employeurs de fixer les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail. Le télétravail n'est pas un droit absolu pour le salarié. Si le salarié peut demander à bénéficier du télétravail, l'employeur conserve la possibilité de s'opposer à sa demande. Dans tous les cas, lorsqu'il refuse le bénéfice du télétravail à un salarié qui est éligible, dans les conditions prévues par l'accord ou la charte, il doit motiver sa réponse. Bon, cela suppose que les conditions et les modalités du télétravail aient été préalablement définies dans le cadre du dispositif. A contrario, en dehors des circonstances exceptionnelles ou de force majeure que je vais évoquer juste après, un employeur ne peut pas obliger son salarié à accepter le télétravail. Le refus du salarié d'accepter le télétravail ne constitue pas un motif permettant de mettre fin au contrat de travail. Dans le contexte spécifique du télétravail en période de Covid-19 et dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail, qui est donc un mode d'organisation du travail qui permet de préserver la santé des salariés, tout en permettant la poursuite des activités économiques, dès lors qu'il permet de réduire les interactions sociales, en limitant les déplacements domicile-travail, en limitant le nombre de personnes présentes au même moment au sein de l'établissement. Le télétravail, dans ce cas-là, doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. Dans ces circonstances exceptionnelles, la mise en place du télétravail participe des mesures qui doivent être prises par l'employeur pour assurer le respect des principes généraux de prévention, confèrent les articles L 4121-1 à 5 du Code du travail, la prévention des risques biologiques, article R 4421-1 à R 4426-13 du Code du travail,
et satisfaire ainsi à son obligation de protéger la santé et d'assurer la sécurité de ses salariés. La mise en place du télétravail dans ce contexte constitue alors un aménagement du poste du salarié qui peut lui être imposé. On n'est plus sur le volontariat. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite alors ni accord ni charte et relève donc de l'application des principes généraux de prévention qui imposent à l'employeur de mettre une organisation adaptée au risque. L'employeur est invité quand même dans le même temps à recourir au dialogue social de proximité avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité s'ils sont mis en place dans l'entreprise. Un employeur qui, alors que son activité s'y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, au vu des conditions d'exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l'entreprise, engager sa responsabilité d'employeur au titre de son obligation de protéger la santé et d'assurer la sécurité de ses salariés. J'en termine avec les droits et obligations des salariés. Bon, le fait que le salarié n'exécute pas ses missions au sein des locaux de l'entreprise ne modifie en rien ses droits et obligations. Il est dans les conditions d'exécution normale de son contrat de travail. Il bénéficie des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. C'est le L 1222-9 qu'il prévoit. Il bénéficie des droits et avantages légaux et conventionnels similaires donc aux salariés en situation comparable qui se trouvent dans les locaux de l'entreprise. Par contre, il est soumis aux mêmes obligations que tout autre salarié et il peut s'exposer dans les mêmes conditions à des sanctions disciplinaires s'il ne respecte pas les obligations qui découlent de son contrat. En cas de litige, c'est le Conseil des prud'hommes qui est compétent pour examiner les litiges, comme pour un salarié qui effectue sa prestation de travail au sein de l'entreprise. Voilà, j'ai terminé mon propos. Je laisse la parole au docteur Lanfranc. Très bien. Donc moi, je vais reprendre et aborder le thème du télétravail dans l'optique de la santé-travail. En santé-travail, on sait que tout travail comporte des risques professionnels et l'essentiel, c'est de pouvoir analyser ces risques et de mettre en place des moyens de prévention. En ce qui concerne le télétravail, eh bien, le premier groupe de risques qui apparaissent, ce sont les risques psychosociaux. Alors, schématiquement, les risques psychosociaux, ce sont des risques qui sont liés à des problèmes d'organisation du travail et qui ont pour conséquence les phénomènes suivants, l'apparition de stress chronique, c'est-à-dire un stress qui entraîne des pathologies chez la personne, l'apparition d'épuisement professionnel, et également les problèmes de violence dans le travail. Donc, au niveau de l'organisation du travail, en télétravail, le problème, c'est de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et il est hors de question, il faut arriver à trouver un équilibre, il est hors de question de laisser le travail envahir la vie personnelle et vice-versa. Parce qu'on a vu, par exemple, lors la première période de confinement, on voyait à la télé des couples de jeunes salariés qui avaient des enfants en télétravail au milieu. On voyait bien que ça se passait très mal pour eux. Donc, en fait, il faut pouvoir conserver quand même des horaires de travail. Il faut pouvoir fixer des plages de disponibilité pendant lesquelles on peut être joint, mais pas tout le temps. Et en fait, il faut savoir bien utiliser toutes les techniques de communication qu'on nous met entre les mains, c'est-à-dire les ordinateurs portables, les téléphones portables, les boîtes mail, qui sont des outils extraordinaires qui font qu'effectivement, on peut pratiquer le télétravail, mais si ces outils sont mal utilisés, ça va être très nocif pour la santé des personnes. Alors, à ce propos, je vais dire juste un mot sur le droit à la déconnexion. C'est un droit qui existe depuis la loi travail de 2016, applicable au 1er janvier 2017, qui dit que dans les grosses entreprises où il y a des négociations collectives du travail, ce droit à la déconnexion doit être discuté au même titre que l'égalité homme-femme, par exemple. Et puis, pour les plus petites entreprises, celles qui ont moins de 50 salariés, eh bien, il faut établir une charte sur le droit à la déconnexion après avis des membres du CSE. Et cette charte, donc, qu'il n'y a pas de réglementation précise, hein, autant de chartes, autant de législation, mais en tout cas, elle est obligatoire. Et je pense que ce sera très important absolument de la mettre en place avec le développement du télétravail. Deuxième problème au télétravail, c'est le problème de l'isolement des salariés. Alors, on peut quand même dire, nous, qu'il y a certains cas où, finalement, les salariés sont très contents d'être en télétravail. On les reçoit régulièrement dans nos bureaux.
C'est des gens qui vous disent « moi, je suis très bien en télétravail, je suis au calme, j'avance bien, personne ne me dérange, tout va bien ». Alors souvent, c'est quand même des gens qui travaillent dans une mauvaise ambiance ou bien ce sont des gens pour qui, bon, il y a des petits problèmes relationnels entre les collègues ou avec le supérieur hiérarchique. Donc pour eux, c'est vrai que le télétravail, c'est un peu le nirvana. Bon, c'est quand même pas la majorité des gens, puisqu'on a quand même besoin d'avoir des collectifs de travail, on a besoin des fois d'avoir des relations humaines au sein de l'entreprise. Et puis, il y a aussi le problème des gens qui ont, par exemple, des difficultés sur leurs tâches et qui, quand ils sont isolés, c'est encore plus difficile pour eux. Il y a également la difficulté pour les nouveaux arrivants d'être intégrés dans une équipe. Et puis, il y a également la difficulté que peuvent ressentir les gens qui gèrent les équipes, parce que c'est très difficile pour un encadrant. On ne gère pas une équipe en télétravail comme on gère une équipe en travail ordinaire. Ça s'apprend. On peut faire éventuellement des formations. Les encadrants ont parfois des difficultés pour faire diffuser les informations, pour repérer justement les personnes qui sont en difficulté, pour repérer également quelle est la charge réelle de travail de chaque personne. Et c'est vrai qu'il faut arriver à établir vraiment un climat de confiance pour arriver à travailler correctement en télétravail. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on recommande plutôt un télétravail alternant. L'Organisation internationale du travail, qui avait fait une enquête auprès de 10 pays de la communauté européenne, avait préconisé de faire 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Alors, à côté de ces problèmes, je dirais, ces risques psychosociaux, la deuxième type de risque, ce sont les risques physiques qui sont liés à une mauvaise ergonomie des postes de travail. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup insisté sur les aménagements des postes de travail sur écran parce que les gens travaillent de plus en plus sur écran et on s'est rendu compte que lorsqu'ils sont mal installés, eh bien, il va y avoir des problèmes sur leur santé, d'où la nécessité d'aménager correctement ces postes. Alors, les problèmes pour la santé, ce sont d'abord la notion des troubles musculo-squelettiques, qui sont quand même la première cause de maladie professionnelle en France. Alors évidemment, il n'y a pas que les postes sur écran où il y a des troubles musculo-squelettiques, on en a dans beaucoup d'autres postes. Mais en tout cas, pour ceux qui sont sur écran, on a essentiellement des problèmes de cervicales et les atteintes des tendons au niveau des membres supérieurs, les tendinites donc des épaules, des coudes, des poignets, les problèmes de compression neurologique avec le canal carpien. Et en même temps, on a également, lorsque le poste est mal aménagé, des problèmes de fatigue visuelle accrue puisque le poste est mal éclairé ou l'écran n'est pas bien positionné. Donc, vous voyez apparaître sur votre écran justement les conseils que l'on donne, je vous laisse les lire, pour adapter sa posture de travail et essayer de travailler correctement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en télétravail, déjà, les ordinateurs portables sont bien pratiques, mais ce ne sont pas des matériels ergonomiques, puisque souvent l'écran est trop petit, et puis on ne peut pas le régler en hauteur. Le clavier n'est pas non plus ergonomique. Alors évidemment, on peut y remédier, hein, bien sûr, puisqu'on peut installer un rehausseur d'écran, on peut brancher un clavier normal sur un ordinateur portable. Donc tout ça sera à discuter. Puis il y a également le mobilier de bureau. Hein. On a beaucoup avancé sur les sièges ergonomiques. Donc à domicile, qu'est-ce qu'on aura comme siège? Voilà, donc toutes ces problématiques existent. En dehors des problématiques donc, liées à ces mauvaises ergonomies de poste, là, vous voyez apparaître les signes sur la fatigue oculaire et les moyens de prévention à mettre en place pour améliorer les choses. On a également les problématiques d'accidents de travail, puisqu'on peut avoir des accidents de travail en télétravail. Ce sont un petit peu les mêmes qu'on peut avoir dans les bureaux. Il y a la chute de plein pied, c'est quand on se prend les pieds dans des fils ou dans des rallonges. Les chutes de hauteur, on peut estimer que peut-être en télétravail, si on n'a pas beaucoup de place, on va installer des dossiers en haut des étagères, monter sur la chaise et tomber. Donc ça peut être un accident de travail. Et puis, les stress liés à la gestion des problèmes techniques. Bon, ça, je l'ai mis un peu pour moi parce que comme je ne suis pas très bonne en technique, c'est vrai que si je suis en télétravail toute seule à la maison, c'est difficile. Tandis qu'au bureau, j'ai toujours quelqu'un qui peut m'aider à ranger mon matériel. Donc ça, c'est quand même intéressant. Bon, après, les risques, le télétravail, ça a quand même des avantages certains. Alors déjà, ce qui est important, c'est la diminution du risque routier. Donc, je n'ai sorti qu'un seul chiffre de la sécurité routière. En 2019, il y avait 295 morts au cours des trajets domicile-travail. 11,5% de la mortalité routière, donc ça, c'est un avantage certain.
Il y a également certaines personnes qui ont des handicaps lourds, des maladies chroniques importantes qui font que le télétravail reste leur seul moyen de continuer à travailler. Donc ça aussi, c'est capital. Bon, l'économie de temps et de fatigue, bon, tout le monde comprend. Et la réduction des coûts pour le salarié, puisqu'il y a des frais de voiture, hein, d'usure, d'essence. Il y a des frais de transport en commun. Par exemple, sur Bastia, vous avez beaucoup de personnes qui prennent le train pour venir travailler. Donc, pour eux, c'est gagné aussi. Et puis, pour l'entreprise, puisqu'elle peut peut-être être amenée à réduire ses espaces de bureau et de fonctionnement de son bureau. Alors là, je vais dire un mot sur le télétravail en période de Covid. Alors, j'ai choisi de ne parler que de 2 points parce que sinon, ça prendrait vraiment trop de temps. Le premier point, c'est l'aménagement des postes pour les personnes qui sont à risque de forme grave de Covid-19. Donc, M. Lostis vous disait qu'un article du Code du travail disait qu'en cas de circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire d'épidémie, eh bien, le télétravail pouvait être considéré comme un aménagement de poste. C'est le cas dans ce cas-là. Et nous suivons, les protocoles qui sont régulièrement préconisés par le gouvernement pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans les entreprises en période de Covid. Donc, les derniers protocoles datent du 29 octobre 2020. Évidemment, ils se suivent en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc, je vais parler uniquement des personnes à risque. Le télétravail, donc ce protocole dit, le télétravail est une solution à privilégier pour les travailleurs à risque de forme grave lorsque cela est possible. Il doit être favorisé par l'employeur sur demande de l'intéressé, si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail. Donc, un salarié à risque de forme grave peut demander à son employeur à être en télétravail. L'employeur peut prendre avis auprès du médecin du travail, puisque le médecin du travail, épidémie de Covid ou pas, il a le rôle de faire des propositions d'aménagement technique de poste, d'aménagement d'horaire, d'aménagement des conditions de travail, lorsque la santé du salarié le demande. Donc, dans ce cadre-là, le médecin du travail peut préconiser un télétravail pour un salarié à risque de forme grave. Alors, 2 cas de figure pour l'employeur. Soit c'est possible, donc très bien, soit ce n'est pas possible, ou c'est possible mais seulement partiellement. Donc là, si l'employeur est dans ces conditions-là, il doit absolument répondre au médecin, mais surtout à son salarié, par des critères objectifs pour définir qu'il n'a pas la possibilité de mettre en place ce télétravail. Et dans ces conditions-là, alors le médecin du travail veillera à ce que si la personne va travailler en présentiel, eh bien, toutes les conditions de sécurité soient mises en place. Alors, ce sont des conditions de sécurité, je ne peux pas les détailler, ça dépend des postes, qui s'appliquent un peu à tous les salariés, avec des petits points spécifiques pour ces personnes à risque, c'est-à-dire, vous savez que l'employeur est tenu de fournir des masques à ses salariés. Donc, dans ce cadre-là, il faudra fournir des masques chirurgicaux, sinon c'est toujours un masque pour 4 heures de travail. Et un petit point aussi, c'est que si les salariés prennent des transports en commun pour venir travailler, eh bien, l'employeur devra également fournir des masques pour que le salarié prenne ces transports en commun. Et puis, dernier point, alors le dernier point, ça concerne l'aide de l'AGFIP. C'est une aide financière qui a été mise en place depuis le 13 mars 2020. D'abord jusqu'au 30 juin, et puis finalement, dernièrement, ça a été prolongé jusqu'au 28 février 2021. Cette aide est une aide au maximum de 1 000 € qui sert à acheter du matériel informatique, du mobilier pour les entreprises qui vont donc installer des postes en télétravail pendant la période Covid pour leurs salariés reconnus travailleurs handicapés. Donc, pour plus de renseignements, vous avez donc l'AGFIP, mais vous avez ici Cap Emploi qui peut vous renseigner puisque ce sont eux qui aménagent les postes des travailleurs handicapés. Voilà, donc je vais en terminer et je vais passer la parole donc à Laurence. Merci beaucoup, docteur Lanfranc. Alors, je suis Laurence Moscardini, chargée de mission à l'ARACT Corse. Donc, l'ARACT, c'est l'acronyme qui signifie l'Association régionale de l'amélioration des conditions de travail. Et nous sommes sur l'ensemble de la Corse. Je vous invite à visiter notre site internet ARACT Corse pour voir ce que l'on fait pour les entreprises corse. Donc, moi, je vais vous parler tout d'abord, pour commencer, des différentes idées reçues sur les modalités de mise en place du télétravail.
Donc, premièrement, par exemple, mais évidemment, hein, vous pouvez, si vous avez des questions précises, vous n'hésitez pas à les envoyer. On a notre équipe qui s'occupe de ça et après, on pourra y répondre en direct. Les premières idées reçues, pardon, le télétravail n'est qu'une question, est-ce que c'est qu'une question d'outils numériques? Alors, non, les modes de travail à distance, donc télétravail, même, on va dire mixte, quand on fait du télétravail et aussi du travail en établissement, ont des impacts sur tous nos modes de fonctionnement. Le télétravail n'a pas seulement un impact sur nos outils, notre manière de communiquer, hein, par mail, par visioconférence, etc., mais aussi sur nos modes d'organisation et notre bien-être au travail. C'est ce qu'on verra par la suite. Deuxième idée reçue, le télétravail ne concerne pas tous les acteurs de l'entreprise. Alors non, tous les acteurs de l'entreprise ont un rôle à jouer. Le manager a une responsabilité, ou le chef d'entreprise, hein, en tant qu'animateur d'un collectif. Et chaque acteur a également un rôle à jouer en tant qu'un membre de l'équipe et acteur de ses propres pratiques de travail. Mais on va pousser l'exemple plus loin, même s'il y a seulement un membre de l'équipe qui est en télétravail, ça a forcément un impact sur tous les membres de l'équipe. Deuxième idée reçue, le télétravail n'est pas fait pour les chefs d'entreprise managers. Alors non, un manager ou un chef d'entreprise peut lui aussi télétravailler quand cela est possible, bien entendu, au même titre que son équipe, sans que cela impacte la manière dont il exerce leur responsabilité, à condition évidemment de clarifier au préalable les modes de fonctionnement avec leur équipe et leurs responsables. On va voir par la suite comment le mettre en place. Quatrième idée reçue, le télétravail est un sujet qui se traite une fois pour toutes. Alors non plus, puisque le télétravail fait partie en fait d'une démarche d'amélioration en continu. Donc passer au télétravail est l'occasion de discuter des modes de fonctionnement de l'équipe, des processus et des rituels. Et donc c'est toujours en réflexion une fois la mise en place sur le télétravail. Là, je vous invite en fait à réfléchir ensemble. Donc si vous avez des questions, toujours n'hésitez surtout pas à les écrire. Mais à réfléchir pour le côté du chef d'entreprise manager, on va dire, sur le mode de télétravail. Donc, manager pour faciliter le quotidien. Alors, travailler à distance questionne la manière de fonctionner tous les jours. Donc, quand on ne voit pas ses collègues, et on est parfois dans l'attente d'une grande immédiateté et d'une plus grande fluidité. Par exemple, si on envoie un mail, on peut ne pas comprendre qu'il y ait 1 heure d'attente avant d'avoir une réponse. Donc, il est alors important d'identifier tous les processus de l'équipe qui doivent évoluer dans ce mode de télétravail, tout en sécurisant les étapes clés, c'est-à-dire les points de vérification, de validation qui restent indispensables même à distance. Donc, cette simplification-là va faciliter le travail au quotidien de toute l'équipe, à distance comme en présentiel, hein, s'il y a une partie de l'équipe qui est en présentiel, par exemple. Donc, si possible, ces évolutions sont à construire avec toute l'équipe. De plus, il est aussi nécessaire d'informer chacun des collaborateurs des nouveaux processus et de les accompagner sur ce temps d'apprentissage. Encore une fois, c'est un peu l'idée que quand on met en place le télétravail, il y a aussi un temps d'adaptation à ces nouveaux modes d'organisation. Donc, il y a forcément un temps d'apprentissage. Deuxième point, manager pour créer une relation de confiance. Alors, du point de vue, là, on est toujours du point de vue du chef d'entreprise et du manager. Donc, le chef d'entreprise ou manager est invité à donner à son équipe de la visibilité sur les activités des uns et des autres et d'impulser une dynamique de confiance et de responsabilisation. Donc, cela peut se mettre en place par le partage avec l'équipe des objectifs collectifs, mais aussi des objectifs de chacun. Et surtout, faire plus d'aller-retour entre l'individuel et le collectif pour soutenir ce qui ne se voit pas. Donc, il peut mettre en place, le chef d'entreprise ou le manager, des outils de suivi collectif, par exemple l'affichage d'un tableau de partage de l'avancement de différentes tâches, etc. Et de les rendre accessibles en ligne. Mais aussi d'instaurer quelques rituels d'équipe, un point quotidien, par exemple, en quelques minutes, un tour de table des avancées de la semaine en réunion, etc., etc. Pour donner en fait à tous de la visibilité sur les avancées et ce qu'il reste à faire. Donc, même une réunion très courte de 15 minutes, alors tout dépend évidemment de la taille de l'équipe, même une réunion de 15 minutes en visioconférence, peut se mettre en place régulièrement, même une fois par semaine ou plus si nécessaire. Évidemment, il faut la préparer en amont. C'est la personne qui est en charge de la réunion doit préparer en amont la réunion. Plus elle est courte, en fait, plus il y a aussi autant de préparation qu'une réunion longue. Hein. On doit savoir les points qu'on doit aborder et aussi le tour de table pour que tout le monde puisse s'exprimer.
De plus, donc le manager est invité à repenser le mode de suivi de son équipe quand elle est en télétravail. Donc, quand les objectifs ont été exposés clairement avec l'équipe, il n'est pas nécessaire de les sursolliciter pour contrôler leur activité. En revanche, il peut être défini au préalable des modes de suivi, des fréquences de suivi sur telle ou telle activité, par exemple, et même des modes de communication, pour qu'ils fassent eux-mêmes, les salariés, des retours sur leur avancée et les problèmes rencontrés. Troisième point, toujours du point de vue du chef d'entreprise manager, le manager est invité à être exemplaire en matière de bons comportements à adopter en télétravail. Exemple, ne pas envoyer des mails en dehors des horaires de travail ou appeler régulièrement les membres de l'équipe. Donc, le manager est invité à adopter une vigilance particulière, d'autant plus dans ce mode-là de travail, sur le risque de mise à l'écart et d'isolement des salariés en télétravail. Je le répète, même s'il y a un membre de l'équipe qui est en télétravail, le manager doit faire attention à ce que cette personne ne soit pas mise à l'écart. Mais même si toute l'équipe est évidemment en télétravail, la question se pose aussi. Donc, de réunir aussi régulièrement l'ensemble de l'équipe par visioconférence et d'inciter les salariés à communiquer entre eux. Mais aussi de prendre soin de respecter, de faire respecter les temps de repos et de congé de chacun des collaborateurs. Et d'informer plus généralement les collaborateurs que le fait d'être joignable ne signifie pas qu'ils sont dans l'obligation d'apporter une réponse immédiate à toute sollicitation. On va dire que c'est un petit peu comme si la notion de temps changeait en télétravail. Donc, il est important pour le manager de son entreprise d'être vigilant sur ces points-là pour ne pas accumuler des problématiques. Troisième point, on va dire, là, c'est plus le côté du salarié quant au télétravail. Donc, le premier point, là, c'est télétravailler et faciliter le quotidien. Donc, en ce qui concerne les processus que le salarié met en œuvre lui-même dans son activité, donc sa manière de travailler tout simplement au quotidien, il est celui en fait qui est bien placé pour identifier toutes les pistes d'amélioration. Il peut les faire remonter et les proposer à la discussion en réunion d'équipe. Donc, le salarié est invité à s'informer sur les changements qui le concernent, quand on passe en mode de télétravail, et partage avec son manager ou son chef d'entreprise ses besoins éventuels d'accompagnement. Accompagnement sous forme de binôme, mini-formation, etc., etc. Tout ce qu'on peut imaginer à ce niveau-là. Deuxième point, télétravailler et créer une relation de confiance, c'est aussi, on va dire, la responsabilité des salariés. Bien évidemment, c'est la responsabilité des managers à l'échelle d'entreprise, mais aussi la responsabilité des salariés. Donc, le salarié est invité à rendre compte de son activité réalisée à distance. La souplesse donc, de l'organisation du travail nécessite de nouvelles règles du jeu. En télétravail, il est important de communiquer plus qu'en présentiel sur l'avancée du travail avec son manager, bien sûr, mais aussi avec ses collègues concernés par les activités. Par exemple, alors il y a la manière de communiquer plus, c'est d'envoyer des mails, bien entendu. Mais il est important aussi pour les personnes qui reçoivent des mails de toujours en fait répondre aux mails, par simplement un accusé de réception en disant merci pour l'envoi du mail, pour que la personne qui envoie le mail sache que ça a bien été reçu. Parce que la communication n'est forcément pas la même que si c'était en présentiel. Quand on voit quelqu'un, on lui envoie un message, on sait qu'il l'a reçu, même sans qu'il réponde, parce qu'il y a aussi une communication visuelle qui s'opère. Donc, ce partage d'informations est en effet essentiel à la réalisation des missions de toute l'équipe et peut être facilité par la mise en place d'outils de suivi commun. Ces outils donc, ne doivent pas toutefois se substituer aux points réguliers que le manager a mis en place, qui sont l'occasion là de lui faire part de réussite ainsi que de difficultés sur la charge de travail. Alors oui, il y a des outils, il y a même beaucoup de publicité sur ces outils qui permettent en fait de collaborer dans une équipe. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément une nécessité. On va dire que les outils numériques, évidemment, si on les maîtrise et si toute l'équipe les maîtrise, ça peut être une aide, mais ça peut être aussi un ralentisseur. Donc, il est important, sans forcément aller vers des outils innovants, de déjà utiliser les outils que l'on a à disposition. Par exemple, mail ou téléphone, ça peut très bien suffire. Évidemment, en visioconférence, des réunions, c'est plus sympathique. C'est aussi plus intéressant en termes de communication d'avoir les visages de chaque collaborateur. Et déjà, ça suffit largement, on va dire. Troisième et dernier point, c'est télétravailler et maintenir le bien-être. Donc oui, c'est aussi la responsabilité au salarié de faire attention à son bien-être. Donc, le salarié est invité à créer un environnement propice au travail, évidemment chez lui, et comme pour une journée en présentiel, à réaliser des pauses régulières, chose qu'on a tendance à oublier de faire en télétravail. Mais c'est primordial, même si ce sont des petites pauses,
Ce n'est pas des pauses futiles, ce sont des pauses importantes pour le fonctionnement humain, tout simplement, hein. Donc, le salarié est invité à respecter son temps de repos et de congé. Il est aussi généralement important pour le bien-être au travail de bien séparer son temps de travail et son temps personnel, même si effectivement, cette limite, d'autant plus aujourd'hui, est parfois très floue, hein. Et pour terminer, donc, le salarié est invité à se sentir concerné par son bien-être, mais aussi par le bien-être de ses collègues et de lutter contre l'isolement professionnel, mais aussi à tenir informé le chef d'entreprise ou le manager de son état d'esprit et de l'alerter en cas de besoin. C'est à la charge et à la responsabilité de tout à chacun. Je vous remercie. Très bien. Eh bien, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Nous attendons les questions éventuelles. J'espère que vous avez pu en poser sur la plateforme. Et on va voir si quelques questions nous arrivent ou pas. Il y a quelques petites choses, oui. Voilà. Alors, oui, pardon. Oui. Ouais. Donc, première question, c'est Monsieur Lostis qui va puisque ça concerne plus ses compétences. Donc, je la lis. Mon employeur peut-il m'imposer le télétravail? Oui, dans les circonstances que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire dans le contexte Covid, donc le risque en situation donc de risque épidémique, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord du salarié. La mise en place s'impose dans ce contexte-là. D'accord. Ok. D'accord, et donc hors contexte, non. Hors contexte, non. Hors contexte, en situation, c'est ce qui était énoncé dans la définition. Le volontariat, c'est basé sur le volontariat. D'accord. Voilà, le L1222-11, c'est justement, non, ce n'est pas basé sur le volontariat. Hein, l'objectif, c'est d'éviter les interactions sociales, donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Ah, c'est une période très particulière. Voilà, c'est la situation particulière où effectivement le télétravail peut être imposé par l'employeur à son salarié, à ses salariés. D'accord. Il y a une deuxième question. Alors, puis-je choisir mes jours télétravaillés? Non. A priori, non. Non, c'est l'employeur qui va déterminer, déjà il va déterminer effectivement les missions qui peuvent être, les tâches qui peuvent être télétravaillées et de celles qui ne pourront pas. Et quand même, c'est lui qui assure, j'allais dire, l'organisation du travail dans son entreprise. Il pourra quand même, peut-être après consultation quand même néanmoins, et avis du CSE quand il est en place dans l'entreprise, mais il pourra déterminer les jours qui seront télétravaillés de ceux qui ne seront pas, hein, dans le cadre de la bonne marche de l'entreprise. D'accord. Bon, je vous lis la troisième question. Alors, puis-je alterner télétravail? Alors, évidemment, là, c'est hors contexte de la période Covid, si je comprends bien. Puis-je alterner télétravail et activité partielle? Disons que non, ça c'est oui, en période Covid. Voilà. Hein, ouais. Alterner télétravail et activité partielle, ça peut s'envisager pour un salarié qui aurait pour partie des missions qui sont télétravaillables et pour partie des missions qui ne sont pas télétravaillables, mais qu'il ne pourrait pas assumer parce que l'entreprise est fermée. À ce moment-là, oui, il sera en télétravail pour partie, et pour la partie des missions qui ne sont pas télétravaillables, il pourrait être en activité partielle. Par contre, ce qui n'est pas possible, bien sûr, c'est on ne peut pas être en télétravail la semaine et être en même temps en activité partielle. Ça serait de la fraude. Hein. Fraude, oui. D'accord. Puis-je être au même moment en activité partielle et en télétravail? C'est possible. Télétravail. Si on a des missions à la fois télétravaillables et des tâches qui ne le sont pas. Mais pas en même temps, puisque là. Dois-je garantir à mon employeur un espace de travail dédié pour télétravailler, par exemple superficie, le bureau, spécifier le matériel?
Dois-je garantir, hein, c'est la question, hein, à mon employeur un espace de travail dédié pour télétravailler? Alors, aucune prescription n'est édictée par le Code du travail quant à la configuration du lieu de travail où est exercé le télétravail. Donc la réponse est non. Mais bon, ce problème peut être quand même réglé ou au moins examiné dans le cadre de l'accord collectif ou de la charte. C'est quelque chose auquel il faut penser. D'accord. En télétravail, suis-je obligée d'utiliser mon ordinateur personnel? Non. Non, enfin, non, obligé non. Il faut voir comment va être organisé le télétravail. C'est peut-être l'employeur qui va mettre la totalité du matériel à disposition du salarié. Si le salarié utilise ce qui n'est pas forcément une obligation pour lui. C'est difficile de répondre à cette question parce que… Oui. Plus fort, plus fort. C'est difficile de répondre à cette question, oui. Oui. Comment peut-on les faire évoluer facilement enfin, dans quel… Imaginons, avant qu'il y ait le confinement, là, il y a peut-être, dans certains cas d'entreprise, dans les accords dans une entreprise, par exemple, l'idée que le télétravail ait pu se mettre en place. Et après coup, les salariés ont réalisé qu'il fallait peut-être faire évoluer la manière dont le télétravail peut se mettre en place. Est-ce que ça peut se rediscuter, en fait, une fois que c'est dans la charte, par exemple? Alors, je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui. Ça me demande quand même quelques recherches. J'invite la personne qui a posé cette question à recontacter le service d'inspection du travail. Oui. On va garder ses coordonnées. Voilà. Et on répondra à cette question par la suite, mais il lui sera donné une réponse. D'accord. Il n'y a plus d'autres questions? Alors, est-ce que quelque chose a réfléchi à ce que je… Mais n'hésitez pas, en tout cas, si on a une dernière, on la prend avec plaisir. Hein. On y répond avec plaisir. On va donc très bien. terminer donc
webinaire en vous remerciant de votre attention et en vous souhaitant une bonne fin de journée. Une dernière question. La surprise. Laquelle? L'employeur doit-il fournir une connexion Internet et la payer? Ah, c'est une question qui est souvent posée en plus. En fait, bon, si le télétravail, s'effectue au domicile du salarié, il est clair que les frais, on peut utiliser la connexion Internet du salarié, mais il faudra déterminer le montant de la prise en charge. Hein, on est dans le... il n'y a pas lieu de fournir une connexion Internet. Le salarié, s'il effectue le télétravail, par exemple, à son domicile, il aura une connexion Internet. Si tel est le cas, il faudra déterminer la prise en charge et incombe à l'employeur, la prise en charge financière. Il faudra, voilà. Hein, si le salarié n'a pas de connexion Internet, bon, évidemment, l'employeur va devoir installer. En pratique, ça sera plutôt une prise en charge financière. D'accord. Voilà. Donc voilà, l'employeur peut payer la connexion Internet du salarié. De toute façon, il doit. La prise en charge est une obligation dont l'employeur ne peut pas s'exonérer, que ce soit la connexion Internet, que ce soit éventuellement le matériel si le salarié met son matériel personnel à disposition. Voilà. Hein, D'accord. Merci. Alors oui, nouvelle question. Alors, oui, c'est un peu dans la suite. Est-il obligatoire pour l'employeur de prendre à sa charge le coût de fonctionnement du télétravail, étant donné que celui-ci réduit les coûts de déplacement? Donc, effectivement, ça coûte moins cher. Oui. Voilà. Oui, de toute façon, et la jurisprudence est claire là-dessus, les frais que pourrait engager personnellement le salarié doivent être compensés par l'employeur. Hein, si le salarié engage des frais pour télétravailler, ils doivent être intégralement pris en charge par l'employeur. D'accord. Ben écoutez, merci. Il n'y a plus de questions. Oui, là, je pense que c'est bon. Voilà. Ben, écoutez, donc pour la deuxième fois, merci. Et la dernière, je pense. Merci de votre attention et bonne